Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Face à la presse dédié à l'avenir de la filière automobile française. Bonsoir Luc Châtel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes depuis tout juste 7 mois le président de la plateforme automobile. C'est l'organisme qui fédère les 4000 entreprises de l'automobile et du transport routier en France. 800 000 salariés y travaillent. Les plus grands vous accompagnent. Renault, PSA, Valeo, Faurecia, Michelin, mais aussi les moins connus comme ces 150 000 sous-traitants et acteurs de la mobilité. Alors avec vous, nous allons parler de votre rôle, bien sûr, mais aussi des enjeux en matière d'innovation et de compétitivité face aux Tesla et autres GAFA. On évoquera l'électrique, l'autonome, le connecté, la fin du diesel et peut-être aussi, si l'on a le temps, la guerre commerciale avec les États-Unis. Les sujets ne manquent pas. Pour vous interroger, Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Gilles Guillaume, bonjour. Bonjour. Agence Thomson Reuters. Jean-Pierre Gauthier, bonjour. Bonjour. Directeur des rédactions de l'Argus. Et Christophe Bourou, bonjour Christophe. Bonjour. RTL, bien sûr. Alors pour ouvrir les discussions, Luc Châtel, peut-être un mot de la PFA, plateforme automobile. C'est curieux d'ailleurs parce que même les journalistes spécialisés, vous leur dites plateforme automobile, ça leur parle pas trop, mais PFA, ça leur parle. Comment est-ce que vous êtes organisé? Combien êtes-vous? Quels sont vos moyens? Alors la PFA, vous l'avez rappelé, c'est la structure qui groupe en gros les constructeurs, les équipementiers, les sous-traitants. Et il y a un an, les actionnaires de la PFA, c'est-à-dire les grands que vous avez cités, les 4 grands équipementiers, les 2 constructeurs, ont décidé de se réorganiser et finalement en se disant soit on change de braquet et on essaie d'avoir une vision stratégique d'avenir de la filière, soit on va tous au VDA allemand. Voilà. Donc ils sont venus me trouver. Moi j'avais une vieille histoire d'amour avec l'automobile qui m'avait marqué parce que en 2008, il y a exactement 10 ans, j'étais secrétaire d'État à l'industrie quand les usines automobiles se sont arrêtées. Quand on a eu la crise à gérer, il a fallu organiser en 2 mois les états généraux de l'automobile, le plan de relance, etc. Et ils m'ont proposé le challenge en me disant, voilà, on a envie d'avoir un lieu où on soit capable de penser l'avenir de la filière française, de discuter avec les pouvoirs publics et de mutualiser un certain nombre de ressources. Voilà. Donc le métier de la PFA, c'est de se concentrer sur finalement 4 grands sujets. L'innovation collaborative, tout ce qui est recherche pré-compétitive, c'est de travailler sur la compétitivité de toute la filière, et en particulier les 4000 PME que vous avez cités, c'est de travailler sur l'avenir des métiers, qui est un enjeu, on en parlera, absolument crucial, et puis c'est d'essayer de faire prendre à la filière des positions communes qui ne sont pas faciles, parce que moi j'ai des actionnaires qui sont tous concurrents entre eux, ils ont parfois des positions divergentes. Or, il faut quand même qu'on soit capable de discuter avec les pouvoirs publics, avec l'État, de négocier au niveau européen. Donc c'est tout l'enjeu de la PFA. Alors, si on prend les enjeux, justement, on va commencer peut-être avec ce nouveau contrat de filière que vous avez signé et qui met l'accent d'abord sur l'électrification du parc automobile français, parce que l'électrique, c'est le premier chantier, on est d'accord? Disons que ce qui est important dans ce contrat de filière, premièrement, c'est que c'est une vision partagée de l'avenir de la filière automobile. C'était pas gagné. C'était pas gagné de notre côté, les industriels, parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord sur la perspective à 5 ou 10 ans de la filière auto. Deuxièmement, c'était pas gagné vis-à-vis de l'État, parce qu'il ne nous a pas échappé que la position de Nicolas Hulot, c'est pas tout à fait la même que celle de Bruno Le Maire. On a réussi à coucher sur papier une vision partagée. Dans cette vision partagée, il y a l'idée, moi j'y tiens beaucoup, que les questions de changement climatique, elles ne sont pas en débat, c'est pas une option. Elles sont sur la table, voilà, c'est un fait. Et l'automobile, elle ne doit pas être un problème, elle doit être une solution. Et moi j'y tiens beaucoup. Les ingénieurs de l'automobile, c'est eux qui vont apporter les solutions qui rendront possible ce changement énergétique avec la transition notamment sur les moteurs. Voilà. Donc ça, nous l'avons inscrit un peu dans les tables de la loi, avec comme conséquence ce qu'on appelle la neutralité technologique. Oui, progressivement, on va avoir de moins en moins de moteurs thermiques jusqu'à leur extinction un jour. Mais nous ne disons pas il y a une solution unique de remplacement. Et il ne faut surtout pas dire il y a une solution unique. Et vous ne reprenez pas les dates du gouvernement sur l'arrêt du diesel, et nous ne reprenons pas les dates dont le gouvernement reconnaît volontiers que c'est plutôt une limite qu'un objectif raisonnable, atteignable. Donc nous avons inscrit dans ce contrat la volonté qu'il y ait une transition énergétique. La batterie est une solution de court terme, oui, tout le monde s'y entend. Simplement, pour développer la batterie, il y a un certain nombre de conditions, il y a un certain nombre de key succès qu'on a essayé de lever
dans le cadre de ce plan. Mais il y a d'autres technologies. Il y a l'hydrogène, il y a le GNL, il y a d'autres modes de propulsion, l'hybride. Le diesel, aujourd'hui, n'est pas complètement mort. On en parlera tout à l'heure, parce que vous avez aujourd'hui des technologies qui permettent au diesel d'émettre moins de CO2 que l'essence. C'était déjà le cas, mais surtout de dégager moins ou autant de NOx ou de particules. Alors, sur les énergies, qui souhaite intervenir, Jean-Pierre Gauthier ? Oui, sur les énergies, c'est vrai que les dates qui nous sont fournies, elles sont un peu la liste au Père Noël. Donc 2024 pour les uns, 2025, 2030, 2040. Et on se demande comment est-ce que dans ce court espace-temps, il est possible de faire migrer, alors peut-être pas tellement la production elle-même, mais plutôt le stock. Enfin, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la question du stock de véhicules. Et donc l'énergie, c'est pas seulement l'énergie des nouveaux véhicules, c'est aussi l'énergie de toutes celles qui sont là et qui sont des millions, voire des milliards dans le monde. Donc comment est-ce que avec votre PFA, vous abordez cette question-là ? Alors, c'est évidemment la question. La question, c'est la pente, la transition. Parce que c'est sympathique de dire qu'il n'y aura plus de diesel à Paris en 2024, mais qu'est-ce qu'on dit aux 100 sites industriels diesel en France qui sont directement dépendants des moteurs diesel? Qu'est-ce qu'on fait des travailleurs, des ouvriers qualifiés, compétents? La France est un pays d'excellence en matière de fabrication des moteurs diesel, dont on sait qu'on a besoin de 7 fois moins d'ouvriers pour la production d'un moteur électrique que d'un moteur diesel. C'est notre mission d'anticiper ça. Donc la vraie question, c'est la pente. Je disais tout à l'heure, nous avons entériné le principe de ce changement, de cette mutation. C'est un élément nouveau, parce que vous aviez encore des industriels qui contestaient ce principe même. Nous l'avons entériné. La vraie question, c'est le rythme et c'est les mesures d'accompagnement. Le rythme, nous avons inscrit dans le contrat de filière une multiplication par 5 en 5 ans du nombre de véhicules électriques vendus. Et nous avons dit à l'État, banco, nous on va le faire, les industriels, mais en contrepartie, on a besoin que vous jouiez le jeu sur les infrastructures. Parce qu'on ne développera pas l'électrique s'il n'y a pas les infrastructures qui vont bien. Voilà. Simplement, il faut bien avoir à tête que si on tient ces engagements, on sera à 6% de véhicules électriques vendus en 2025. Voilà, 6%. Les projections que nous faisons au niveau de la PFA, nous avons des études européennes, laissent penser que dans le scénario le plus favorable, le plus optimiste, on serait entre 20 et 30% de véhicules électriques en 2030. 20 et 30%. Produit. Vous disiez fort justement, il faut séparer la production du parc. Si vous voulez, les véhicules neufs, c'est 7% du parc environ. Donc, imaginez le temps qu'il faudra pour que l'ensemble du parc devienne un jour électrique ou autre technologie. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que le processus soit engagé, qu'il y ait eu une prise de conscience. Il faut simplement que le rythme coïncide à la demande des consommateurs et à la capacité des industriels à se transformer. C'est deux choses qui doivent être menées en parallèle et qui sont très importantes. Il y a une autre question, je me permets juste, ça va aller dans votre sens aussi, je pense, c'est que quel électrique quand même? L'électrique au charbon, l'électrique au pétrole, l'électrique au nucléaire Alors, c'est très juste que Carlos Tavares le disait récemment, il faut prendre en compte l'ensemble du mix et l'ensemble des données lorsqu'on regarde une technologie. Si vous voulez, en France, il est clair que proposer des véhicules électriques, alors qu'on a 70% d'énergie nucléaire, ça a du sens. Si vous allez en Pologne et que vous avez 80% d'énergie charbon, ça pose un problème. C'est pour ça, encore une fois, que nous ne voulons pas nous laisser enfermer dans une technologie. Et qu'aujourd'hui en France, vous avez des grands industriels qui travaillent sur l'hydrogène, pile à combustible. Vous avez, et nous avons tenu à ce que les hybrides diesel soient réintégrés dans les calculs de normes, parce que l'hybride diesel, c'est une solution de transition en attendant de passer à l'électrique. C'est pour ça que à l'automne dernier, on a organisé des travaux sur le GNL, parce que par exemple pour la filière poids lourd, c'est évidemment une solution. Donc il y a des solutions alternatives. Gilles Guillaume, Thomson Reuters. Dans un premier temps, tous les véhicules électriques seront à batterie. Et on parle beaucoup d'un Airbus des batteries, de recréer une filière européenne sur cette technologie pour ne pas la laisser seulement aux mains des pays asiatiques. Est-ce que vous pensez que la filière française a un rôle à jouer là-dedans, ou alors elle a plutôt une position un peu ambiguë, c'est-à-dire qu'elle se projette plutôt pour le coup d'après,
d'après, en sachant que la technologie actuellement, c'est un monopole asiatique et les constructeurs s'en accommodent. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas tellement de choix. Se positionner pour le coup d'après, j'imagine que dans votre esprit, l'alternative, c'était de se dire se positionner pour le coup d'aujourd'hui. Mais c'est trop tard. Aujourd'hui, 75% de la création de valeur, de la chaîne de valeur batterie, elle est en Asie. Les grands professionnels de la batterie, c'est les Chinois, c'est les Coréens, et ça nous échappe. Donc c'est aussi un sujet, moi j'ai alerté à plusieurs reprises le gouvernement là-dessus, c'est aussi un sujet que nous devons intégrer dans nos choix technologiques. Je vous disais tout à l'heure, 7 fois moins d'ouvriers pour produire un moteur diesel. 75% de la chaîne de valeur en Asie. Vous savez combien de Français travaillent pour le diesel? Enfin, combien de salariés français sont concernés par J'évoquais tout à l'heure une centaine de sites industriels que nous avons identifiés. Ça fait plusieurs milliers. Ça fait plusieurs dizaines de milliers de salariés. Et nous avons identifié parmi ces sites diesel ceux qui sont directement dépendants, totalement, et qui sont évidemment fragiles dans les années qui viennent. Donc, si vous voulez, dans nos choix technologiques, c'est très sympathique de dire il faut plus de diesel, on va tous à l'électrique. Mais moi, mon devoir de président de la filière automobile, c'est de dire, d'alerter en disant attendez, on a un savoir-faire. La France a été un grand pays d'automobile au XXe siècle. Attention à ce que toutes les technologies ne partent pas et qu'on se retrouve finalement à un pays de prestations de services et non plus d'industriels. C'est un risque. Donc c'est un risque. Est-ce qu'on peut se dire que tout est possible, qu'il faut élargir, alors que on se rend bien compte qu'on ne peut pas courir toutes les pistes possibles. Exemple sur l'électrique, il est évident qu'il y a beaucoup de discours autour de l'hydrogène, mais la filière française de l'hydrogène, elle est pas vraiment dominante. Qui est-ce qui pousse à l'hydrogène? Ce sont les pays qui n'ont pas de nucléaire. Nous, on a du nucléaire, on ne peut pas se dire qu'on va courir toutes les pistes. On va être obligé de se concentrer sur un certain nombre de points forts. Et par exemple, je pense qu'aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas forcément ce qui va se développer en France. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Et donc, les industriels disent, nous ne savons pas, donc nous cherchons. Moi, il y a 10 ans, Carlos Ghosn m'a fait essayer, quand j'étais secrétaire d'État à l'industrie, un véhicule à pile à combustible. Il y a 10 ans. Donc, récemment, je lui demandais, mais finalement, vous avez renoncé à cette technologie? La réponse est non. C'est-à-dire que les industriels, ils doivent gérer le temps. Vous savez que les investissements sont longs dans l'automobile. Les cycles des produits sont longs. Donc aujourd'hui, il y a une urgence qui est la batterie. D'ailleurs, Renault a pris de l'avance sur ce sujet depuis 20 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont avancé, parce que ça peut être séquentiel, qu'ils ont renoncé à la technologie hydrogène. Et moi, je me réjouis qu'il y ait un plan hydrogène qui soit lancé en France, et de voir qu'il y a par exemple 3 grands équipementiers français qui aujourd'hui mobilise. Sauf que l'investissement public, il faut qu'il se concentre. Oui, mais le sujet de l'investissement public, il portera le moment venu sur les infrastructures et, vous avez raison, sur la production d'hydrogène. Parce que si on aboutit à un système où produire de l'hydrogène, ça consomme du CO2, on retourne à la case départ. Donc il faudra bien qu'on ait un système, mais là, il y a des grands industriels qui travaillent dessus, où on produise de l'hydrogène propre, entre guillemets. C'est-à-dire, par exemple, de l'hydrogène qui proviennent de l'énergie renouvelable. Et que donc on achemine ce stockage d'hydrogène des barrages ou des éoliennes, champs d'éoliennes, vers le réseau via éventuellement des gazoducs. C'est ce que m'indiquent les spécialistes du sujet. Voilà. Je n'ai pas répondu à votre question sur la filière batterie. Donc, si vous voulez, le coup, il est parti. Donc la vraie question, c'est est-ce que nous sommes capables de rattraper notre retard face à des Asiatiques omniprésents et qui vont aller encore plus loin, puisque je rappelle que les Chinois ont imposé des quotas à leur industrie automobile, c'est-à-dire qu'en 2025, 25% des véhicules vendus doivent être électriques en Chine, qu'ils ont lancé un programme d'1 million de recharges de batteries, et qu'ils ont décidé, parce qu'ils n'ont pas de problème de Commission européenne, ils ont décidé de regrouper leurs 3 industriels de l'automobile pour avoir des grands programmes d'investissement dans l'électrique. Donc, si vous voulez, ils ne vont pas baisser en intensité capitalistique pour travailler sur l'étape d'après de la batterie. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on abandonne en disant on a perdu ce combat, donc on va faire l'hydrogène, on va travailler sur d'autres technologies, bon, ou bien moi je suis plutôt de nature à dire les combats qui sont perdus, c'est ceux qui ne sont pas menés. Donc tentons de réunir des opérateurs français mais surtout européens autour de ce chantier. Donc nous travaillons là-dessus. C'est évidemment très complexe.
D'autant que le paradoxe, c'est que les industriels de l'automobile eux-mêmes, les constructeurs, ne sont pas forcément les plus allants pour participer à un tel consortium. Parce qu'eux disent finalement, nous, on ne produit pas de carburant. On n'est pas Total. Donc demain, on ne sera pas le fabricant de batteries. Nous avons nos approvisionnements qui sont garantis, et souvent c'est de longue date, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont négociées longtemps à l'avance. Nous avons nos approvisionnements, mais nous ne sommes pas forcément partants pour être dans des consortiums, des investisseurs, au moment où nous avons des capex à mobiliser sur d'autres chantiers majeurs. Encore une question sur l'électrique de Christophe Bourroux, et puis on enchaîne. Une question sur l'électrique, mais un peu sur le fond. C'est-à-dire que je vous entends parler, et je me dis, c'est très bien. Or, aujourd'hui, il y a une espèce d'auto-bashing, surtout en France, qui détruit l'image de l'automobile. Tout le monde, de près ou de loin, travaille pour l'automobile. Or, on a l'impression, et de la part des politiques notamment, que l'automobile est dépréciée. On voit en Allemagne ce qui se passe avec les États-Unis, où Angela Merkel monte au front. En France, on n'a pas l'impression que l'industrie automobile est défendue. Il y a un lobby qui est imaginaire, enfin, on a l'impression qu'il est omniprésent, or on n'a pas l'impression qu'il est là. Il est faible. Il est faible, et est-ce que vous avez l'intention aujourd'hui de peser aussi dans le débat et de rétablir certaines vérités, notamment sur le diesel, l'électrique ou autre, parce qu'on a l'impression, franchement, et ça va être aussi très compliqué pour les industriels, parce que ça n'arrête pas de changer les normes, etc. Pour eux, c'est un enfer. Est-ce que sur ce terrain-là, vous souhaitez aujourd'hui intervenir, et de quelle manière ? C'est l'objet du contrat de filière. Moi, je suis contre le lobbying, entre guillemets, défensif. Ah, regardez bien notre étude, le diesel, il n'est pas si mal, hein, il ne pollue pas tant que ça. Et moi, je crois, je partage exactement votre analyse, c'est-à-dire que les Français, ils aiment l'automobile. Et les Français, ils sont parfois décalés, et ils en ont besoin, l'automobile. Moi, j'ai été élu pendant 20 ans d'un département des plus ruraux de France. Donc je sais ce que c'est que de faire 50 km pour aller travailler, 70 km pour aller travailler, et là, vous êtes coincé, vous n'avez pas de transport en commun, et en général, c'est une vieille voiture diesel. Bon. Donc je sais ce que c'est. 70% quasiment, en moyenne, en dehors de Paris. Voilà. Donc, si vous voulez, moi je crois, et c'était très important qu'on soit capable de porter ce discours au sein de la PFA, au nom de la filière, d'avoir un discours ambitieux, positif, en disant, maintenant, l'automobile, arrêtez de nous tirer dessus. On va vous aider. On a compris qu'il y avait un changement climatique. Mais on va être des acteurs. On ne va pas traîner des pieds. On va le faire avec vous. Et donc, on change de rapport de force, finalement, et on joue gagnant-gagnant. Simplement, c'est aussi notre devoir d'alerter les pouvoirs publics quand nous pensons qu'ils font fausse route. Mon rôle, c'est pas de stigmatiser des maires. J'ai été maire, moi. Je sais ce que c'est que d'avoir des citoyens qui viennent vous voir et en 10 ans, ça s'est multiplié par 15, qui ont maintenant des cabinets d'études qui viennent faire des relevés d'émissions de particules ou autres dans les villes. Donc moi, quand les 40 maires des plus grandes villes du monde prennent une position, moi je dis aux industriels, notre devoir c'est de les entendre. Parce que eux, ils sont confrontés à une situation quotidienne et en plus, accessoirement, souvent, ils sont pénalement responsables. Donc il faut les entendre. Simplement, moi, je ne crois pas à la stigmatisation. La stigmatisation, elle a fait du mal à tout le monde. C'est-à-dire que la position des élus qui se sont caricaturés, à mon avis, sur le long terme, leur portera préjudice et on stigmatise inutilement l'industrie automobile. Je vous prends un exemple. Moi, je pense que sur la question de l'électrique, puisqu'on évoquait tout à l'heure les freins à l'électrique, si vous regardez pourquoi est-ce que les gens ne passent pas davantage à l'électrique. Il y a la question du coût. C'est-à-dire qu'un véhicule électrique, 5 à 10 000 euros selon la catégorie, plus cher qu'un véhicule thermique. Deuxièmement, vous avez le sujet des recharges. Donc, on va y remédier. Troisièmement, vous avez un sujet absolument majeur. C'est les facilités d'usage qui n'existent pas dans les grandes métropoles. Si demain on disait les voies sur berge ou la voie de gauche du périph' ou telle entrée dans quel quartier est exclusivement réservée aux véhicules électriques, vous verrez immédiatement le bon. Voilà. Donc moi j'en appelle aussi aux responsables politiques. Je l'ai dit à Nicolas Hulot, qui partage cette analyse. Je pense qu'il y aurait intérêt à ce que le gouvernement, les maires des grandes agglomérations et la filière automobile travaillent sur des pistes de facilitation qui ne sont pas des incitations fiscales. Les incitations fiscales, elles existent et elles fonctionnent quand elles existent. Simplement, là, aujourd'hui, on a plus besoin d'incitations, j'allais dire, sociétales à l'utilisation de l'électrique. Ça veut dire que ça ne vous choque pas qu'un maire ou en tout cas un élu local
encourage ou décide que telle partie de la commune ne soit accessible qu'à certains types de voitures. Mais ça me choque pas parce que chacun son métier, si vous voulez. De la même manière, moi j'ai fait ce métier dans une autre vie, c'est fini. Je crois à la séparation des rôles. Voilà. Les responsables industriels ou leurs représentants ne font pas les lois et ne font pas les règlements. Inversement, les responsables politiques ne décident pas des technologies industrielles. C'est pour ça que nous nous sommes battus sur la neutralité technologique, pour pas qu'on nous impose une seule solution technologique, la batterie. De la même manière, moi je dis aux industriels, mais attendez, quand un maire décide d'une réglementation, nous pouvons en discuter, nous pouvons donner un avis, mais nous n'allons pas la contester. C'est sa mission. Voilà. Nous avons par contre à travailler avec lui pour penser la ville de demain. Parce que, on parlera peut-être de véhicules autonomes tout à l'heure, mais si vous voulez, j'entends beaucoup de choses sur le véhicule autonome, rarement la chose la plus importante. La chose la plus importante pour moi sur le véhicule autonome, c'est que ça va bouleverser le centre-ville des agglomérations. C'est ça l'enjeu. Bien sûr, ce sera fun pour la voiture de monsieur tout le monde, de se dire, tiens, je rentre tout seul à la maison et je vais pouvoir lire mon journal. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est qu'on va passer à un système de véhicules individuels en propriété, à un système de navettes semi-collectives, électriques, qui vont aboutir à une baisse du trafic de fréquentation dans les grandes agglomérations, mais de 30 à 70%. Ouais. Donc les débats auxquels on assiste aujourd'hui sur la circulation dans les grandes villes et tout, sont assez surréalistes par rapport à l'enjeu qui va être l'étape d'après. Pour aller dans le sens de ce que disait mon collègue, là, franchement, j'ai interviewé Anne Hidalgo là, il y a une dizaine de jours, et je lui posais la question que tout le monde, enfin qu'en province on se pose, c'est, alors en 2024, est-ce que moi, qui suis né à Rodez, je pourrais rentrer dans Paris avec mon véhicule diesel, sachant que tous les provinciaux ont un véhicule diesel? La réponse du maire, c'est non. Ils ne pourront pas rentrer dans Paris. En 2024, c'est-à-dire demain. Bon, bah, moi, je dis que ça, c'est un problème quand même. C'est un problème. D'accord, et les lois, les règlements, je suis d'accord avec vous, vous avez raison, chacun son rôle. Non, et sans doute, est-ce que la responsabilité du maire de Paris, elle s'arrête après le périphérique? Mais malgré tout, il y a des problématiques globales, sociétales ou du gouvernement. Enfin, en plus, on parle de régions dans lesquelles on a fermé les lignes de chemin de fer, où il n'y a pas de mobilité. C'est d'autant plus un problème c'est compliqué quand même. Au moment où les industriels mettent à disposition de leurs clients des technologies qui, encore une fois, émettent moins de CO2, 20% de moins que l'essence, et moins de particules ou de NOx que l'essence. Donc c'est un paradoxe, c'est que c'est au moment où les efforts de R&D portent leurs fruits qu'on va diaboliser le diesel. C'est pour ça que je parlais mon grand sujet sur le stock et le flux. Hein. Je pense que ça, c'est la vraie question. 100 millions de véhicules neufs sont produits chaque année dans le monde, 100 millions. Et donc, dans 5 ans, il y aura 500 millions de plus. Et voire même un peu davantage. Et ça ne sera pas ces véhicules dont vous parlez. Et bien sûr que ces véhicules dont vous parlez, il faut aussi les produire, mais il y a moi je dirais la fin du diesel, sérieusement, c'est possible quand? Enfin, c'est la fin, c'est-à-dire il n'y en a plus. Personne n'a la réponse. Non, d'accord. Je crois que personne n'a la réponse. Elle nous préoccupe. Et en nous avons intégré la nécessité de ce changement. Nous devons alerter les pouvoirs publics, et nous le faisons, sur la diversité des solutions, pas de solution unique, et deuxièmement, sur le rythme et la pente du changement. Alors, Luc Châtel, deuxième chantier, vous l'avez évoqué d'un mot, le véhicule autonome. Vous dites, l'objectif, parmi d'autres, c'est de créer un écosystème favorable aux véhicules autonomes. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, plateforme automobile, pour avancer sur cette question qui nous dépasse tous, parce que c'est de la très haute technologie. Alors, nous faisons déjà, puisque peut-être le sujet sur lequel la PFA travaille depuis des années, c'est la recherche collaborative. C'est-à-dire que nous avons, le grand public ne le sait pas forcément, les journalistes spécialisés peut-être pas non plus, nous avons un comité technique automobile qui réunit les dirigeants de la R&D, les patrons de la R&D des 6 plus grands groupes automobiles français, donc les 2 constructeurs et les 4 grands équipementiers, qui se réunit 4 fois par an. Tout ça est très encadré sur le plan de la compliance, on fait évidemment très attention, puisqu'on est dans le pré-compétitif. Ils peuvent être concurrents entre eux, mais là, on est avant la compétition et on travaille sur des sujets collaboratifs qu'on a besoin. Si vous voulez, sur le véhicule autonome, Renault a besoin de discuter avec Valeo et de travailler en amont sur un certain nombre de normes, un certain nombre d'usages, de relations aux clients, etc. Voilà. Donc, que fait la PFA sur le véhicule autonome? Très concrètement, nous avons mis au point un consortium, nous avons réuni, nous, PFA, un consortium qui rassemble les 2 constructeurs, Valeo,
des opérateurs de transport comme SNCF, Transdev ou Keolis, des startups comme Navia, et tous ces gens-là mettent leur écho, les pots, et nous allons organiser, grandeur nature, les essais de véhicules autonomes. Puisque je vous rappelle que la loi Pacte, qui passe à l'Assemblée prochainement, va rendre possible de manière pérenne les essais véhicules autonomes grandeur nature. On a besoin de millions d'heures d'essais de véhicules autonomes. Mais pour ça, il faut s'organiser entre nous, il faut mutualiser un certain nombre de ressources. Voilà. Donc, ces opérateurs que je viens de décrire ont mis environ 200 millions d'euros sur la table. Nous avons réuni tout ça. Nous sommes en train de voir les collectivités locales. La région Île-de-France m'a dit, moi je suis prêt à mettre 100 millions d'euros dans des essais véhicules autonomes. Donc voilà, la PFA, elle fait ça. Elle fédère les différents acteurs pour répondre, en l'occurrence, ce consortium a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME, à passer cette première étape, et maintenant nous répondons à l'appel d'offres de l'ADEME. La vérité, c'est que c'est la PFA qui devrait demain organiser tout ça, quoi. Très bien. Il y a une question qui se pose quand même, c'est comment on va faire cohabiter les voitures autonomes, vous parlez des centres-villes, avec les voitures existantes, les vélos, les scooters, etc. Comment on va se passer la transition? Parce que pour l'instant, on nous fait rêver, mais il n'y a pas de solutions concrètes qui sont apportées pour cette transition qui va arriver dans quelques années, très, très concrètement. Est-ce que là aussi une réflexion, vous parliez entre Valeo, les constructeurs, les équipementiers, les villes, est-ce qu'il y a une vraie, les infrastructures, est-ce que là il y a un vrai dialogue et comment ça va s'organiser? Alors la vérité c'est que tout ça va se passer de manière très progressive. On ne va pas du jour au lendemain dire tout Paris est un véhicule autonome et puis ça cohabite avec des vélos, des machins. Non. Tout ça va se faire progressivement, c'est-à-dire que vous allez avoir les niveaux d'autonomie qui vont progresser dans les véhicules. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, vous avez des véhicules de niveau 3 qui permettent, qui opèrent déjà un certain nombre de fonctions seuls, où vous pouvez ensuite reprendre la conduite. Tout ça va monter en puissance progressivement. Et puis, vous aurez des prestataires de services, de mobilité, qui arriveront au départ. Au départ, ils seront sans doute avec un conducteur. Et c'est là que je vous dis qu'il y a une démarche progressive, oui, c'est ça, progressive à l'essai, si je puis dire. Vous aurez des conducteurs. Et puis ensuite, le conducteur s'effacera quand on passera complètement la main à l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on va sauter tous sur le gros pas, dire youhou, on va sur le véhicule autonome. Non, ça va être des années d'avancées progressives, de progrès de tous ces opérateurs qui vont devoir, entre les opérateurs de télécom, les problématiques de données... Est-ce que les assureurs sont dans ce, bien sûr, dans ce dialogue? Bien sûr, les assureurs discutent avec nous de tous ces sujets. Les fabricants d'infrastructures, les Vinci ou Bouygues et compagnie, qui déjà produisent de la route intelligente. Oui. Demain, vous aurez des capteurs à tous les carrefours et autres pour ces véhicules. Vous avez le sujet de la responsabilité qui n'est pas abouti. Vous avez d'énormes chantiers qui sont... Mais nous ne sommes pas les seuls au monde. Tous les pays au monde qui ont des industries automobiles et qui ont des opérateurs de mobilité sont en train de se poser ces questions. Notamment en France. Ou alors, ça peut aller ailleurs, l'emploi? Honnêtement, joker là-dessus. C'est-à-dire que je suis absolument incapable de vous dire aujourd'hui le solde à la fin de l'emploi. Il y a évidemment des pans entiers de métiers qui vont s'amenuiser. Si vous voulez, tous les chauffeurs Uber que nous avons créés avec beaucoup de bonheur ces dernières années, parce que c'était de l'emploi souvent peu qualifié, qui accédait donc à l'emploi. Si vous voulez, quand vous allez progressivement aller vers des véhicules avec plus d'autonomie et un jour totalement autonomes, c'est des emplois qui vont disparaître. Aux États-Unis, les chauffeurs de poids lourds, je ne vous fais pas un dessin si demain tous les conducteurs, les camions sont autonomes. Donc ça aura forcément des conséquences. De l'autre, vous allez créer des emplois de prestation de services, de maintenance et autres. Voilà. Simplement, je ne suis pas capable aujourd'hui, ce serait malhonnête de vous dire l'inverse, de vous dire le solde, ce que ça donnera dans 15 ans. Plus largement, comment vous pensez avancer sur un dossier qui est important, qui est celui de l'acceptabilité sociale de la voiture autonome? C'est-à-dire à la fois la question de sécurité, c'est-à-dire de rassurer quand même le public sur la fiabilité de ces modèles, sur effectivement
effectivement les craintes autour des pertes d'emplois, et puis aussi un certain nombre de remises en cause pour un certain nombre de secteurs, notamment celui de l'assurance d'ailleurs. Comment est-ce que vous pouvez rassurer le public, ou en tout cas faire promouvoir une forme de transparence sur ce chantier qui est en évolution constante? Alors je suis sensible à votre mot transparence, parce que je pense qu'à un moment il faudra que nous nous posions la question de savoir comment nos travaux, les avancées des industriels puissent être connus au fur et à mesure, diffusés, pour justement rassurer. J'ai été frappé de l'étude qu'Anne-Marie Drac a fait réaliser dans le cadre de sa mission sur le véhicule autonome, et qui montre effectivement qu'il y a une certaine, je dis pas défiance, mais on n'a pas une confiance. Moi je sais pas, je suis plutôt tourné depuis toujours vers les technologies en disant tiens, on va essayer. Là, c'est pas le cas. Il y a aujourd'hui plutôt bon. Donc là encore, on est dans le même cas que les usages, c'est-à-dire que ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc on va avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans pour, j'allais dire, faire nos preuves progressivement. Ça va pas être le saut dans le vide. Donc il faudra que progressivement, on démontre que statistiquement, vous allez diviser par 100 ou par 1000 le nombre d'accidents de la route et le nombre de morts. Donc évidemment, ce sera insoutenable quand il y aura un accident, comme quand il y a un accident d'avion. Mais statistiquement, le transport aérien est le plus sûr du monde. Voilà. Donc on est un peu dans la même logique. Donc tout ça va se faire progressivement. Mais je suis sensible au fait qu'effectivement, on a besoin de convaincre et d'être sans doute transparent dans nos démarches et nos réflexions pour le faire. Mais est-ce que c'est pas dans cette filière qu'on aurait, pour reprendre l'expression de mon collègue de tout à l'heure, là, le besoin d'en avoir un Airbus européen de la voiture autonome? Alors, parce que quand même le marché européen de la voiture, il est même bien qu'on ait en France des grands constructeurs, c'est compliqué. Et donc faire tout seul, chacun de son côté, face à la Chine, aux États-Unis, aux GAFA, puisque tout le monde finalement cette voiture autonome, elle a une particularité, c'est qu'elle intéresse surtout les industriels qui ne sont pas des constructeurs automobiles. Ah non, ça je vous corrige. Non, tous les industriels automobiles travaillent depuis très longtemps sur ces sujets. D'ailleurs, ce que vous avez aujourd'hui sur vos véhicules personnels, c'est le résultat d'investissements depuis des années dans les différents aspects de l'autonomie. Donc non, les industriels de l'autonomie, simplement, il faut bien avoir en tête, c'est un peu le message que je porte depuis 7 mois, c'est que l'automobile est sans doute la filière industrielle qui va connaître le plus de disruption dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que pendant 120 ans, les industriels de l'automobile ont fabriqué des voitures dans leurs usines, des voitures individuelles, avec des moteurs thermiques qui vendaient directement à leurs clients, destinées à être conduites, pilotées. Demain, ils vont être prestataires de mobilité, de véhicules semi-collectifs, électriques et autonomes. Tout change en même temps. Et donc, dans une industrie qui était très cloisonnée, où finalement le constructeur, il était à l'origine des produits, l'innovation, et il était à la fin assembleur. C'est encore le cas pour Tesla. C'est encore le cas pour Tesla, par exemple. Oui. Qui est producteur, qui monte des usines, qui commercialise ses voitures. Mais la différence, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, vous avez un décloisonnement de l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'un Valeo va aller présenter au CES de Las Vegas ses propres véhicules autonomes, sans demander l'autorisation à Renault. Mais précisément, c'est ma question sur l'Airbus de ce sujet-là. Est-ce qu'il faut un Airbus? Tout le monde doit... alors, il y a des coopérations, il y a des coopérations européennes qui existent entre les constructeurs, notamment sur tous les sujets transversaux. Est-ce qu'il faut aujourd'hui un Airbus? Je ne suis pas certain, parce que vous avez des industriels qui ont pris le virage, qui sont très mobilisés sur leur R&D, qui font du collaboratif quand c'est nécessaire. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'il y a un besoin de créer l'équivalent d'Airbus sur le véhicule autonome. Maintenant, peut-être que d'ici 2-3 ans, j'ai un moment à choper sur un sujet, il faudra mettre... Moi, ce que je vois, c'est que dans l'aviation, il n'y a plus que 2 constructeurs mondiaux, quand même, dont Airbus. Et que peut-être que dans la voiture autonome, si on vous croit, c'est la voiture de demain. Moi, personnellement, je ne pense pas du tout à ça, mais faisons cette hypothèse que la voiture autonome est promise à un brillant avenir. Qui va la produire, quand même, cette voiture? Oui, mais si vous voulez, d'abord, c'est pas tout à fait pareil, parce que pour voler, il faut des technologies qui sont très avancées et qui nécessitent des moyens de R&D très poussés.
alors que pour ce qu'on va appeler maintenant, demain, les services de la mobilité, une petite start-up peut mettre à disposition du grand public une application ou un produit à bas coût. Donc on n'est pas dans le même genre. Et c'est ça aussi la vraie révolution, c'est qu'il y avait des barrières à l'entrée considérables dans l'automobile. Un moteur, le barrière à l'entrée, c'est d'abord le moteur. Un moteur, c'est 5 milliards de dollars de R&D. Donc, si vous voyez, ça calme quand vous avez envie, quand vous réfléchissez dans quel secteur vous allez investir. Bon, demain, un moteur électrique, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. N'importe quel fabricant de machine à laver sait faire un moteur électrique. Donc, ça aussi, ça vient bouleverser l'ensemble des équilibres. Et du coup, il va y avoir une vague qui touche l'ensemble des industriels où tous les repères, finalement, vont être bousculés. Monsieur Chazal, vous parliez des services de mobilité. Que vous inspire la faillite, ou en tout cas l'échec d'Autolib, notamment au regard du modèle économique de ces systèmes de mobilité qui ne semble pas particulièrement solide? À votre avis, quel est votre discours, quelle est votre approche, votre vision sur ces services de mobilité? D'abord, je pense qu'Autolib était une grande idée. L'idée, avant les autres, de mettre à disposition du grand public des voitures partagées, c'était une grande idée. Je n'ai pas regardé dans le détail, je ne le connais pas, le modèle économique maintenant, qui consistait, avec le loyer, avec le prix du transport, le fait d'avoir des bornes de recharge fixes. Donc ça, je ne sais pas, et je ne sais pas, dans la discussion qu'à l'époque l'opérateur Bolloré avait eue avec la mairie de Paris, quelle était la part qui était prise en charge, et manifestement le différend est à ce niveau-là. Bon. Donc, moi je dis, c'était une grande idée, mais je ne sais pas si c'était viable économiquement et si le modèle qui avait été imaginé à l'époque a été tenu. Bon. En tout cas, c'est le cheval de Troie pour rentrer dans les villes, puisqu'on interdit les voitures et paradoxalement, on les fait revenir. Donc pour les constructeurs, c'est comme une aubaine. On voit avec Renault et PSA qui se précipitent sur la fin d'Autolib. C'est comme une façon de rentrer dans les villes. Pas l'idée, on supprime les voitures. C'était, on met en partage les voitures et on met des voitures électriques. Donc c'était, je trouve, une idée avant-gardiste. Voilà. Ce que j'ai constaté, et moi j'avais été en Allemagne voir ça déjà, même j'étais encore député, il y a 2-3 ans, c'est que d'autres opérateurs, qu'ils soient des constructeurs automobiles ou pas, ont fait d'autres choix. Et ils ont fait le choix de car sharing, où là on a un véhicule qui n'a pas besoin d'être rechargé le soir dans une station de recharge. Ce qui est une contrainte importante pour le consommateur, parce que vous avez votre voiture Autolib, si vous rentrez chez vous, d'abord si elle n'a pas à l'endroit où vous allez, elle n'a pas à côté, si elle est complète le soir, enfin voilà, donc ça crée des freins. Bon, BMW avait organisé depuis plusieurs années à Munich un système de car sharing avec application. Vous sortez de chez vous, tiens, 14 avenue Victor Hugo, il y a une voiture qui m'attend, et puis je vais chez moi, je la dépose en bas de chez moi, et basta, je paye juste la différence. Manifestement, ce que je comprends des services que Renault et PSA vont proposer à la mairie de Paris, on est plutôt dans cet esprit-là. Tout à fait. Donc, du floating, vraiment. comme dans tous les marchés qui émergent, les industriels tâtonnent, c'est normal. Et donc, il ne faut pas toujours être en avance. Ça porte pas toujours chance. Écoutez, la suite le dira. Simplement, moi je rends hommage à Bolloré et à son innovation, qui était une grande idée. Encore une fois, je ne connais pas le modèle économique qui a été... Est-ce qu'il existe? Voilà. Est-ce qu'il existe? Voilà, c'est une bonne question, parce que manifestement, tous les autres opérateurs en choisissent un autre. Voilà. L'emploi, la productivité... Ce qui est intéressant, je termine là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que moi je trouve intéressant que la mairie de Paris décide finalement de ne plus se lier à un opérateur et finalement de laisser jouer la concurrence. Et peut-être aussi va-t-elle libérer les voies de bus pour les véhicules électriques. Ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, quand on écoute les gens de chez Bolloré, ils vous expliquent que c'est une des raisons de l'échec. Faut qu'on termine avec l'emploi et la productivité. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire, vous, plateforme automobile, pour redorer le blason de ces métiers qui n'attirent pas forcément les jeunes? Ils attirent de jeunes ingénieurs, évidemment, mais il y a tous les autres. D'abord en expliquant que la filière automobile recrute et qu'elle va continuer à recruter dans les prochaines années. Nous allons recruter dans les prochaines années 70 000 personnes par an. 25 000 dans l'industrie, 45 000 dans les services. 8 000 ingénieurs par an. C'est-à-dire près d'un quart des ingénieurs formés en France, chaque année. Donc il faut expliquer ça aux jeunes. Il faut expliquer ensuite que c'est une industrie formidable
pour un jeune ingénieur qui démarre. Les défis, compte tenu de ce qu'on vient de dire sur le véhicule autonome, sur l'électrification, sur les défis sont absolument majeurs. Et c'est formidable. Moi, j'ai pas fait l'étude d'ingénieur, mais je ferai l'étude d'ingénieur aujourd'hui. Je me dirais, mais l'automobile, fantastique, quoi. Donc, ça, c'est à nous d'expliquer ça et de faire en sorte qu'on rattrape un peu notre retard sur d'autres filières. Il est si profond que ça, il est si accentué. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un de mes adhérents qui est un grand industriel à la fois dans l'aéronautique et dans l'automobile. Il m'expliquait que sur un bassin de vie où ils ont 2 usines, une auto, une aéronautique, ils travaillent avec les CFA, les lycées professionnels du bassin de vie, ils déposent des candidats, des annonces, des offres d'emploi. Ils ont 90% des offres vont à l'usine automobile, à l'usine aéronautique, 10% à l'usine automobile. Voilà. Donc c'est un exemple. Problème d'image. Ouais. Problème d'image parce que l'automobile a aussi vécu des cycles, a connu des moments difficiles. Donc tout ça, nous avons un peu à le redorer, nous. C'est un vrai sujet de filière. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas nous tromper de combat. Nous devons travailler sur les formations du futur. Les mutations qui vont intervenir, je vous disais tout à l'heure, la baisse du diesel et sa disparition sans doute un jour va avoir des conséquences sur l'emploi, sur certains bassins de vie et aussi bien sûr d'abord sur les formations sont considérables. Donc dans le programme de filière, moi j'ai insisté beaucoup et le gouvernement a été très réactif pour qu'on inscrive des programmes d'accompagnement des bassins de vie qui vont se retrouver en difficulté, avec des dispositifs fléchés, un peu une boîte à outils qui permettra, quand vous aurez une chute d'activité, quand vous aurez une fermeture éventuelle, vous avez le dispositif clé en main qui existe, où on a des crédits qui sont fléchés. J'ai vu Muriel Pénicaud qui m'a dit, par exemple, qu'elle était OK pour qu'une partie du PIC, le programme d'investissement des compétences, le plan d'investissement de compétences, soit fléché en destination de la reconversion des métiers de l'automobile. Voilà des exemples de ce sur quoi la PFA travaille. Parce qu'on monte en gamme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune qui veut travailler dans l'automobile ou la mobilité, il peut se dire, mais si j'ai pas Bac plus 5, je ne peux pas. Alors, Bac plus 5, 10 ans, 15 ans. Je vous disais, on a besoin de 8000 ingénieurs par an, on a besoin de 9000 ouvriers. Voilà. Donc, on a besoin à tous les niveaux de qualification. Qu'on ne trouve pas, parce que moi, à l'Argus, on opère le plus gros site de recrutement automobile, qui s'appelle Autorecrute. On a beaucoup de mal à trouver des carrossiers ou des... donc, c'est des métiers qui, à la fois, sont certainement destinés à diminuer un nombre, mais qui sont difficiles à trouver aujourd'hui, parce que les jeunes ne sont pas tellement attirés dans ces filières. Quand même. Alors, du coup, les industriels ont pris le sujet à bras-le-corps. Michelin, par exemple, est en train de construire un campus Michelin avec des industriels du bassin de vie de Clermont-Ferrand, mais ils ont décidé de créer un campus qu'ils financent. Ils ont noué un partenariat avec l'éducation nationale, mais ils ont pris les choses en main. Et notre idée, et c'est dans le contrat de filière, c'est que, et je rencontre les présidents de région en ce moment pour en négocier avec eux, c'est que dans la filière automobile, dans la durée du contrat de filière, ouvre 6 à 7 campus automobiles dans les grandes régions automobiles, où donc la filière travaille sur le contenu des formations, et d'ailleurs la loi sur la formation professionnelle va nous le rendre possible plus facilement, avec les régions, avec les bassins de vie concernés. Est-ce que dans le diesel, le solde parviendra quand même à être positif, c'est-à-dire que mettre en face tous les emplois qui vont disparaître et les nouvelles compétences, soit formation, soit reconversion, est-ce que le solde sera positif ou tout de même pas? C'est très difficile à prévoir, mais c'est peu probable. C'est peu probable parce que je vous disais tout à l'heure que nous sommes très dépendants du diesel sur le plan les moteurs diesel de nos constructeurs français sont fabriqués en France. Et nous avons de vraies compétences en la matière. Donc, à chaque fois que vous avez, comme en un an, depuis un an, 10 points de moins dans le mix énergétique sur le diesel, ça a des conséquences sur le plan de charge des usines. Donc, c'est peu probable, mais je n'ai pas les chiffres précis en tête. Un dernier mot, vous avez géré, vous le rappeliez tout à l'heure, la crise de 2008-2009, qui était au départ une crise financière. Est-ce qu'on est à l'abri d'une crise financière? Vous allez me répondre que non, bien évidemment. Mais est-ce que l'industrie automobile aujourd'hui, notamment en France, est suffisamment armée pour y faire face? Alors, je vais vous répondre. C'est très intéressant pour moi parce que j'ai quitté l'industrie automobile il y a 9 ans. Et je suis revenu, c'était d'ailleurs tout à fait inattendu, président de la plateforme automobile. Et je suis frappé de voir les efforts qui ont été faits en 10 ans par nos grands industriels. Regardez la différence du Renault d'il y a 10 ans et le Renault d'aujourd'hui. Renault aujourd'hui, c'est grâce à l'Alliance le numéro 1 mondial.
c'est un groupe qui est capable d'investir une 50aine de milliards de dollars dans les 5 prochaines années en R&D. C'est un groupe qui décide de mettre 1 milliard d'euros sur un fonds pour regarder ce qui bouge en matière de mobilité. Bon, c'est pas le Renault d'il y a 10 ans. Là. On aurait dit il y a 10 ans, PSA va racheter Opel, j'aurais pas misé dessus. Voilà. Donc, regardez nos équipementiers, regardez ce qu'a fait Valeo. Valeo s'est recentré sur 3 grands métiers, alors qu'il était dispersé. Du coup, il était numéro 6, numéro 7, numéro 10 mondial sur trop de métiers. Il s'est concentré sur les savoir-faire. Et Jacques Aschenbroich aime rappeler que la moitié des produits qui vendent aujourd'hui ont moins de 3 ans. Voilà. Donc, je vous dis ça parce que je suis et ceux impressionné. qu'on n'existent pas. Voilà, exactement. Donc, je suis impressionné par les efforts qui ont été faits par, j'allais dire, les grands. Notre sujet, et je réponds à votre question par là, notre sujet, c'est les 4000 autres entreprises. Comment on est capable de faire tenir? Parce que moi, si vous voulez, aujourd'hui, tout va bien, ça va, mais moi, j'ai vécu le moment où les usines s'arrêtent. Bon. Il suffit d'un retournement de conjoncture qui peut arriver du jour au lendemain. Donc, la question, c'est, les grands y tiendront, comment on fait tenir les plus petits? Et ça, c'est justement tout le travail d'amélioration de la compétitivité. C'est le fait que les grands... Moi, j'ai tordu, excuse-moi, pour un mot, mais j'ai un peu tordu le bras des grands équipementiers pour leur dire, écoutez, c'est votre mission d'aller aider à l'amélioration de la compétitivité des PME qui sont vos fournisseurs. Certains constructeurs m'ont dit, c'est pas notre boulot. Je leur ai dit, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que le jour où vous allez installer une usine en Chine, que vous emmenez 1 ou 2 équipementiers, et que ces équipementiers vont avoir besoin d'emmener 10 sous-traitants, eh bien, vous êtes bien content que ces sous-traitants-là, ils soient aux normes, aux standards de vos exigences. Eh bien, ça se travaille en amont. Voilà. C'est ce que les Allemands ont toujours très bien su faire. La montée du protectionnisme, c'est quelque chose qui vous soucie également au niveau mondial? Évidemment, parce que l'automobile, par définition, est un marché qui a explosé grâce au libre-échange. Je cite un chiffre régulièrement. Si vous regardez le marché mondial, vous disiez tout à l'heure qu'il y a 100 millions de véhicules qui seront vendus cette année. C'est 2 fois plus. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Mmh. Mais si vous regardez le barycentre, il s'est complètement déplacé vers l'Asie. C'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas retrouvé leur niveau pré-2008, le Japon non plus, l'Europe est flat. Qu'est-ce qui progresse? L'Asie et la Chine. La Chine vendait 100 millions, il y a 25 millions pour la Chine. La Chine vendait 2 millions de véhicules en 2000. Ils sont à 23 millions cette année. Voilà. Donc, si vous voulez, si on est dans le protectionnisme, on ne sait pas comment on va finir. Donc oui, je suis très inquiet par les positions américaines. Nous ne sommes pas les seuls. J'étais ce matin avec les homologues du VDA et les Allemands ont encore beaucoup plus à craindre. Mais en tout cas, nous sommes complètement alignés sur ce sujet. Voilà. Merci en tout cas à vous, Luc Châtel, d'avoir participé à ce Face à la Presse, président de la plateforme automobile. Merci à vous tous.